Hello et salut, le magazine Vraiment Design, très déco, absolument mode et terriblement chic, c'est version française et c'est maintenant. Légère, magique et poétique, c'est la lumière selon Céline Wright. Il agit comme un élixir de jeunesse sur les maisons de couture rencontre avec le créateur Guillaume Henry. Entre le musée Picasso et les boutiques de mode du Marais, le 3e arrondissement parisien recèle encore quelques endroits inattendus. De la lumière et du papier, c'est tout ce qu'il faut à Lorraine Collin pour nous émerveiller. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Ou trouver une planche à décongeler, un brumisateur rechargeable, ah tiens ça c'est pratique, ou encore un parapluie hydrochromatique. Ces drôles d'objets souvent utiles, parfois gadgets, remplissent les rayons de la boutique des inventions. Après une première adresse dans le Marais, elle expose ses produits design originaux et malins dans le 6e arrondissement. Vous allez trouver, ils ont même des montres boussoles pour vous repérer. Une boussole, vous n'en aurez pas besoin à la Cité de l'Espace à Toulouse. Pourtant, le plus high-tech des musées français vous transporte dans des territoires inexplorés. Une visite intersidérale avec des vrais engins spatiaux dedans. On voit et l'on vit l'aventure spatiale avec des animations sidérantes comme le Moonrunner pour se sentir 6 fois plus léger que sur Terre. Dans la Lune, quoi. En l'air, encore et encore, le photographe Philippe Halsman est l'inventeur de la jumpologie qui consiste à photographier des personnalités en train de sauter. Une façon pour le portraitiste américain d'obtenir une image plus naturelle et spontanée de ses célèbres sujets. Pour ceux qui auraient raté l'exposition, ce beau livre est un joli rattrapage. On bondit de joie. Ça ressemble à un kinétographe ou à un pentopticon. 122 ans après les Frères Lumière, le smartphone projecteur nous fait son cinéma avec cette boîte en carton à monter soi-même. Elle permet de projeter les films à partir de son téléphone. C'est rigolo, c'est rétro, c'est nouveau. La qualité n'est pas parfaite, mais comme on disait à l'époque du cinématographe, ça coûte 2 francs 6 sous. Elle a commencé à dessiner des lampes un peu par hasard. Elle ne s'est jamais arrêtée depuis. Céline Wright a succombé au charme de la lumière que ces objets modèlent avec légèreté et poésie. La lampe illumine nos intérieurs et leur donne une atmosphère particulière. Depuis l'invention de l'ampoule électrique en 1879, le monde du luminaire n'a cessé d'évoluer. Il a d'abord eu un intérêt pratique, puis un intérêt ornemental. Il peut même être une œuvre d'art. Céline Wright, designer, a fait de la lampe son métier un peu par hasard au début. C'est une commande d'une galerie qui l'a mise sur la voie. Il m'avait fait confiance. Moi, je sortais de nulle part, j'étais très jeune, je devais avoir 24 ans. Et il m'a dit, allez-y, faites des luminaires. Elle ne se contente pas de lampes classiques. Toutes ses créations sont faites à base de papier japonais. Ce que j'aime avec le papier, c'est que c'est de la matière végétale. Le papier au Japon a quand même beaucoup plus de place. C'est un matériau plus noble, on va dire, qu'en France. Avec une feuille d'une extrême légèreté et finesse, il a une résistance énorme en fait. L'utilisation du papier donne une impression de fragilité, mais il n'en est rien. Pour chaque lampe, 6 couches de papier sont superposées, ce qui rend l'abat-jour très résistant, tout en restant léger et translucide. Et c'est ces qualités-là que j'utilise moi dans les luminaires. Voilà comment se déroule le processus. Une fois que Céline a son idée, elle la dessine puis la sculpte. De cette sculpture, elle tire un moulage qui servira de support à sa superposition de bandelettes de papier collées avec minutie, suivant une disposition bien déterminée, pour qu'une fois l'ampoule allumée, un motif précis apparaisse. On laisse sécher, puis on renforce la structure. On installe les éléments électriques et on assemble. Alors Furica, elle est en train de faire les finitions d'une lampe qui s'appelle Palanquin Or, et qui en fait, c'est une nouvelle technique qu'on a développée, où en fait on utilise les mêmes formes en papier qu'on fait habituellement, et elles ont un traitement particulier pour appliquer de la feuille de cuivre. Donc à la fin, c'est une lampe qui est complètement opaque et recouverte de feuilles de cuivre qui réfléchit la lumière. Pour la fabrication de ce modèle, il a fallu faire appel à un artisan spécialisé. Un bon moyen de développer ses gammes tout en acquérant de nouveaux savoir-faire. Florifka a fait une formation là-bas et maintenant on va le reprendre en interne. Donc ça fait une nouvelle corde à notre arc. De cette manière, la transition devient un échange et un partage d'expérience. Troisième. Et après tu en remets encore une? Voilà, je gratte, je nettoie tout ça et puis après je remets encore. Une fois que la colle a séché, on s'attaque au démoulage.
Le papier dépasse, c'est tout ce qui est en plus qu'on découpe pour arriver à retrouver le plan de joint et être bord à bord. Il faut que ce soit bien bord à bord pour l'assemblage des coques supérieures et inférieures. En fait, tout est quand même très, très artisanal, quoi. C'est très... On a très peu d'outils, tout est dans le savoir-faire, la précision du geste, quand on veut dire, mais les outils sont vraiment très, très simples. Là, Emma est en train de faire la finition aussi. Donc c'est souvent les étapes les plus compliquées, malgré les apparences, les étapes de finition. Cette étape demande en effet beaucoup de délicatesse et de précision. On met un cercle en métal à l'intérieur de la forme en papier pour rigidifier le bord, qui est un peu souple. Le résultat est aérien. Ces ovnis étranges se transforment ainsi en cocons lumineux. Céline, pourquoi ces nuages oniriques aux formes épurées? J'aime bien ce côté très simple, d'aller à l'essentiel, de trouver des structures légères, comme les cerfs-volants par exemple, que la légèreté soit synonyme de solidité, ce qui n'est pas très occidental. C'est un concept pas très occidental, tout comme cette structure lumineuse mise au point pour une exposition sur les samouraïs. Mais ça nous plaît bien quand même, ces lampes qui évoquent des fanions légers. Cependant, la lampe reste quelque chose de classique. J'aime bien qu'il y ait un côté très pratique et en même temps qu'il y ait une âme dans les objets, qu'il y ait une vie, que ce ne soit pas juste un objet de plus qu'on met dans une maison. J'ai envie que l'objet s'exprime un peu, mais qu'en même temps, on ne s'en lasse pas. Donc en fait, la lampe selon Céline Wright, c'est un objet délicat mais résistant, léger mais solide, pratique mais pas que. C'est lui qui apporte une humeur décontractée, légère et moderne aux collections féminissimes et sophistiquées de Nina Ricci. Guillaume Henry agit comme un élixir de jeunesse sur cette grande maison de couture. Nous avons rencontré ce créateur prodige. Guillaume Henry est un homme de goût. Un goût qu'il a mis au service des femmes pour devenir l'un des créateurs de mode les plus talentueux de sa génération. Aujourd'hui directeur artistique de la maison Nina Ricci, Guillaume est un homme très occupé. Nous avons quand même eu la chance de le rencontrer. Et pour en savoir un peu plus sur sa personnalité, c'est à la terrasse d'un café qu'il nous a donné rendez-vous. Et ça n'est pas un hasard car les terrasses parisiennes font partie de son univers. C'est à la fois un endroit de rendez-vous entre amis d'amis. Donc on multiplie les rencontres et puis c'est aussi une source d'inspiration magique parce qu'on y fait des rencontres spontanées et que ce soit des gens qui s'installent en terrasse ou des gens qui passent dans la rue, ça peut déclencher des envies. Pour cet homme discret au regard perçant, la rue et ses femmes sont donc des sources d'inspiration inépuisables. Capteur d'un certain air du temps, il est aussi sensible au charme suranné et dégaine parfois son téléphone pour collectionner ce qu'il appelle ses coups de paparazzi. Oui, je suis ému par l'élégance anonyme. Et c'est souvent l'élégance des dames un peu âgées comme ça qui portent des vêtements pendant des années, qui en prennent infiniment soin. Et je suis toujours très très sensible à leur allure et à leur silhouette, donc il m'arrive parfois, c'est vrai, de les photographier. Guillaume a déjà une carrière impressionnante. Il a entre autres travaillé chez Givenchy et Polka avant d'intégrer en 2009 la maison Carven pour en devenir le directeur artistique. En 5 ans, il a réussi un véritable tour de force, refondre l'identité globale de cette marque assoupie pour lui trouver de nouvelles générations de consommatrices. Et si on peut souvent lire dans les articles que sa carrière est express, elle est surtout le fruit d'un travail, d'un talent et d'une passion pour la mode qu'il s'est découvert très tôt lorsqu'il était enfant. Un jour, j'ai vu un défilé de mode à la télévision et j'ai eu le sentiment très immédiatement que ça rassemblait absolument tout ce qui m'inspirait dans la vie et que la mode finalement c'est à la fois un peu de l'art, un peu de la température de notre époque, c'est aussi beaucoup de rencontres et puis c'est aussi pas mal d'histoires qu'on se raconte, donc c'est un peu de cinéma, un peu d'histoire de l'art, ça réunit tellement de choses que j'aime. Raconter des histoires et nous faire rentrer dans son univers, c'est ce qu'il fait au travers de ses collections. Et c'est désormais pour la maison Nina Ricci qu'il écrit une nouvelle page de son histoire, avec un style qui évolue sans perdre son fondement. Je ne sais pas tellement décrire mon travail, parce que c'est tout ce que je sais faire et que c'est très spontané. Mais moi, en tant que designer, j'ai vieilli aussi et
et mes centres d'intérêt, mes goûts et ça se voit pas nécessairement aujourd'hui parce que là je suis en uniforme de travail, mais mon goût pour les matières, mon goût pour les coupes, c'est affûté quelque part. Pour Ricci, j'espère ce travail élégant, avec, sans tomber dans le conceptuel, une vraie recherche de coupe et de structure dans le vêtement. Un mélange réussi pour une allure féminine qui associe élégance naturelle et attitude décontractée. Guillaume Henry est passé de la fille Carven à la femme Nina Ricci sans perdre sa volonté de créateur. Pensez aux femmes qui porteront ces vêtements. Je les ai toujours en tête, parce que je les entends au quotidien, je vois comment elles bougent, je vois comment elles ont envie de séduire, de sortir, d'aller travailler. C'est des personnes qui existent, des personnes réelles. Moi, j'habille vraiment pas une femme fantasme. J'aime bien toucher des gens que j'ai une chance de croiser dans la vie. Il n'y a rien qui me ferait plus de peine que de voir personne porter mes vêtements. Qu'il se rassure, le succès est au rendez-vous, à l'image de son premier défilé pour la marque avec sa collection automne-hiver 2015. Un tournant pour le créateur salué par toutes les critiques et une standing ovation. Une réussite qui n'est pas due au hasard. Guillaume Henry est un bosseur qui sait aussi très bien s'entourer. Une capacité à fédérer qui fait partie de sa manière de travailler. Beaucoup d'échanges avec les équipes, moi ça j'y crois. J'aime bien l'idée que tout le monde puisse se parler et que ce soit très ouvert et que tout le monde, j'espère, se sente l'artisan de ce qu'on est en train de faire et que tout le monde participe à la joie de chaque nouvelle collection. Du coup, le mot de la fin pour Guillaume est celui qu'il répète souvent à ses équipes. On va y arriver, ça je le répète souvent. Avec autant de passion et de talent, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Bonjour Guillaume Henry, merci de nous accueillir chez Nina Ricci. Bonjour, je vous remercie d'être là et puis bienvenue. Vous êtes une star dans la mode et pourtant vous êtes quelqu'un de plutôt discret. Est-ce que c'est une volonté de garder votre intimité, votre petit jardin secret? Alors déjà, une star, non, je ne crois pas. Ensuite, une volonté de garder mon jardin secret, pas vraiment. C'est juste que je considère que la star dans mon travail, c'est le vêtement qu'on propose et le nom pour lequel je travaille. Donc je me considère sans aucune fausse modestie, au même titre que tous les gens qui travaillent dans la société, être au service de la maison, à la différence près que quand un défilé est fini, c'est moi qui cours sur le podium. Guillaume, dans votre carrière, vous avez travaillé pour Givenchy, Polka, Carven et aujourd'hui Nina Ricci, toutes des maisons françaises. Est-ce que pour vous, c'est pas un hasard? Je pense que c'est lié. En effet, je suis très sensible au nom des maisons et à ce que ça évoque et au parfum que chacune de ces maisons transmet aux gens. Parce que c'est des maisons d'histoire, de patrimoine, et ça me touche beaucoup. De la même façon que j'aime les choses qui ont de l'âme, aussi bien dans les objets que dans les villes que j'aime visiter. La notion historique, ouais, ça a une grande importance pour moi. Et du coup, quand vous commencez à travailler pour une maison comme Nina Ricci, qui a une grande histoire, vous en tenez compte? Est-ce que parfois vous vous plongez dans les archives? Comment ça se passe, cette arrivée? Alors, j'ai systématiquement tenté de me plonger dans les archives, mais elles vous ramènent systématiquement à une empreinte du passé, à quelque chose qui est difficilement transformable aujourd'hui en fonction des besoins, du quotidien des femmes, parce que je parle en l'occurrence là de prêt-à-porter féminin. Par contre, ce que j'essaie de retenir à chaque fois, c'est ce que le nom évoque. Comme tout à l'heure, je parlais de parfum. Si c'était des notes, par exemple, quelles seraient ces notes? J'aime l'exercice de réfléchir à ces maisons, et notamment à Nina Ricci, comme si c'était, avant d'être une maison, une personne. Et c'est quoi alors la personne Nina Ricci, la femme Nina Ricci aujourd'hui? Elle ressemble à quoi à peu près? Définitivement parisienne, même si c'est un fantasme international. Donc la parisienne, elle n'est pas qu'à Paris. Elle est sensuelle, sans vulgarité. On est basé à Avenue Montaigne et j'aime bien cette notion un peu de chic parisien. Elle a une part de mystère. Et Elle vous correspond assez bien, alors du coup. je ne sais pas si elle me correspond, mais en tout cas, si c'était quelqu'un, je serais forcément proche d'elle. Alors vous avez dit dans une autre interview que vous vivez beaucoup dans l'instant, dans le plaisir, dans l'immédiat. Est-ce que c'est toujours facile quand on fait plus de 4 collections par an? Est-ce qu'on a toujours le plaisir de l'instant, la joie de créer? Est-ce que la pression parfois prend pas le dessus? Il y a de la pression, mais c'est surtout celle que nous, on se met.
Et il y a de la pression, mais on va pas se plaindre. On est quand même très heureux et très gâtés. On a aussi cette chance de pouvoir se renouveler sans cesse. Les timings, c'est vrai, ils sont très courts et de plus en plus courts. Donc évidemment, la spontanéité, elle est clé, elle est capitale. C'est s'autoriser à avoir envie de nouvelles choses tout le temps. Donc pour ça, il faut aussi s'accorder des breaks, des pauses et voir ailleurs ce qui se passe. Alors comment vous faites pour voir ailleurs? Vous accordez des pauses, vous faites quoi quand vous Déjà, quand accordez une collection est terminée, je me vide la tête pendant une semaine. Je suis même en off, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Et là, je me vide totalement. Parce que sinon, vous avez une saturation d'images, une saturation de couleurs, et vous n'en pouvez plus. Et après, c'est quoi? C'est lire. Évidemment, je me nourris d'expositions, de cinéma et tout ça, mais quelque part, j'ai de la chance. Je suis très inspiré par des choses très, très banales, très bêtes. Là, je reviens des États-Unis. La rue américaine, elle est hyper intéressante. Et ça va du bon goût au mauvais goût. On parlait d'élégance tout à l'heure, il n'y a rien de plus ennuyeux que l'élégance qui répand l'élégance, parce qu'alors là, ça devient plat, sans saveur, sans relief. J'aime bien aussi aller piocher dans des choses qui sont plus taquis, même parfois presque border vulgaires, mais qui sont après transformées en quelque chose de chic. J'adore ça. Si vous aviez un vœu à faire, Guillaume, ça serait lequel? De garder cette envie très 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 longtemps. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Du 3e arrondissement parisien, on connaît en général le Marais, ses ruelles charmantes, ses hôtels particuliers ou ses musées. Mais il y a aussi les lieux plus secrets. Vous venez ? Repérage, c'est la rubrique de nos coups de cœur parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir quelques spots d'un arrondissement. Aujourd'hui, direction le 3e. Hôtel particulier et petite rue où il fait bon déambuler, le 3e arrondissement regorge de lieux atypiques. La preuve avec notre première adresse, un restaurant pas comme les autres caché au fond d'une cour. Bienvenue au restaurant Derrière. Oui, derrière, pas le derrière, son restaurant derrière. Un nom hérité de l'ancienne fonction d'entrepôt du lieu, car avant on mettait tout derrière. Aujourd'hui c'est devenu un restaurant convoité, à la déco décalée signée Mourad Azouz. Un petit ping-pong en attendant le dessert? C'est un esprit convivial, un esprit maison, c'est un endroit qui a été conçu pour recevoir des amis, où quand on y rentre, on se sent chez soi. Comme chez soi, ça c'est sûr, puisque le lieu prend la forme d'un appartement. On vous propose de manger dans la chambre dressing ou encore le boudoir et de vous laver les mains dans la baignoire. Et la touche en plus, c'est le jeu de la pièce cachée. Et oui, car derrière cette armoire, un autre monde nous attend, le fumoir, décoré à la manière d'un vieux grenier. Et pour ce qui est de la cuisine, chef, ça donne quoi? Cuisiner a suivi un peu l'état d'esprit du lieu, de l'endroit, de l'ambiance. Une cuisine maison, une cuisine un peu bourgeoise, une cuisine maison, une cuisine spontanée, entre amis, avec des bases de produits frais, choisis, mais qui reste surtout dans la finalité quelque chose de simple et dans le partage. Vous l'avez compris, pour passer un bon moment, n'hésitez pas à aller jeter un œil là, derrière. Notre prochaine adresse est une galerie pas comme les autres. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle s'intéresse à un champ inédit, la pop culture. Musique, cinéma, séries, comics, jeux vidéo ont eux aussi leur place dans une galerie d'art. Vous trouverez ici des sérigraphies de qualité réalisées par des artistes. Affiches alternatives de films, posters, affiches de concerts, le tout dans un cadre officiel. Tout est fait à la main, donc on en tire un certain nombre. Tout est numéroté, signé par les artistes, donc on parle bien d'édition d'art limitée. La galerie propose surtout des expositions sur des thèmes donnés, par exemple le mythe de Batman et les DC Comics, la tournée des Foo Fighters, et en ce moment, Iggy Pop et son groupe. La pop culture est en train vraiment de prendre une place de plus en plus importante, et il n'y a pas de raison qu'elle ne passe pas par l'art, donc c'est un peu nous ce qu'on essaye de défendre aujourd'hui. La French Pepper Art Gallery est pour l'instant la seule en France à se spécialiser dans ce domaine. Vous êtes prévenus. Dernière étape, un oasis de nature à 2 pas des rues pleines de voitures. C'est le passage de l'Ancre. Autrefois appelé passage de l'Ancre royale, puis passage de l'Ancre nationale sous la Révolution française, cette ruelle qui ne ressemble à aucune autre est empreinte d'histoire. Elle débouche sur la rue Saint-Martin, une des plus anciennes de Paris. Certains habitués y passent sans plus y prêter attention, mais pour ceux qui la découvrent pour la première fois, impossible de rester indifférent.
En plus de son charme sauvage et naturel, le passage accueille aussi une boutique tout à fait inédite, Peps, réparateur de parapluies. Un savoir-faire unique en Europe, un esprit durable et un endroit qui ne désemplit pas. Thierry Millet, le propriétaire des lieux, répare, conseille et ne craint pas le mauvais sort. Depuis le temps qu'il ouvre des parapluies à l'intérieur. Une boutique et un passage à l'image de cet arrondissement, plein de surprises. Lorraine Collin sculpte le papier. Son travail est infiniment délicat, subtil et puissant. Cette jeune créatrice puise dans son parcours et ses passions l'essence de son art. Une vraie et belle découverte. Lorraine Collin, c'est elle. Une jeune artiste délicate qui, après des études d'architecture d'intérieur et design à l'école Penningen, s'est petit à petit consacrée à une technique très spécifique qu'elle a développée. La voilà aujourd'hui artiste et auteure de ses fascinantes réalisations en papier. Papier sculpté, c'est le nom de sa première exposition à la galerie Dutco dans le 6e arrondissement de Paris. De loin, on dirait des feuilles blanches, sans rien. Mais la réalité est tout autre. C'est ma première exposition personnelle à Paris. Donc j'ai travaillé plus de 6 mois pour réaliser l'ensemble de ces œuvres-là. 6 mois de travail pour des créations subtiles et très techniques qui ont tout de suite tapé dans l'œil de Jean-Jacques Dutco, directeur de la galerie. Alors, Lorraine Collin est une découverte récente et c'est un travail tout à fait personnel qui m'a beaucoup plu. Lorraine propose aux collectionneurs de placer l'œuvre comme ils veulent, par un éclairage d'un côté, par l'éclairage d'une fenêtre, de la lumière du jour. Ça lui donne une autre perception. Des œuvres riches donc et protéiformes que Lorraine réalise dans son atelier à Paris. Au départ de ce savoir-faire très particulier, une passion pour le matériau papier qui l'a toujours fascinée. Il suffit de voir comment elle en parle. Il y a tellement de papiers différents. Il y en a qui viennent d'Inde, d'autres de Corée. Enfin, ça vient de partout. Ils ont tous un savoir-faire. Ça, c'est magique parce qu'on peut passer des heures au niveau du toucher du papier, son odeur aussi. C'est ça qui me plaît énormément. C'est tout ce que ça représente, tout ce que ça réveille comme sensation. Aujourd'hui, il est devenu son outil de travail, non pas seulement un support, mais un volume à part entière, pour ce qu'elle assimile à des bas-reliefs. Le papier n'est pas du tout appliqué, rajouté, c'est vraiment l'épaisseur même du papier qui est décollée légèrement mais qui reste solidaire du support. Donc pour moi, en plus un bas-relief, dans les églises, ça raconte une histoire. Et là, c'est un peu la même chose, il y a une question aussi d'ombre et de lumière. Oui, car la lumière fait partie intégrante de ses créations, une préoccupation héritée entre autres de sa formation d'architecte d'intérieur. Je travaille toujours plein sud, la lumière vient raser le papier et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la conception de chaque bas-relief, je vais tourner mon format et le regarder vraiment à la lumière parce que c'est ça qui va donner vraiment le volume. En fonction de la lumière, sa puissance, son orientation et sa couleur, les papiers sculptés changent d'apparence. Je vais travailler le papier d'une certaine manière, mais il peut se lire dans tous les sens. Donc le principe, c'est que moi, je ne signe que derrière le bas-relief, déjà pour ne pas induire un sens de lecture. Comme ça, on peut le retourner et voir quelque chose de différent aussi. Une liberté d'interprétation laissée aux gens qui les regardent, comme une feuille blanche sur laquelle chacun peut projeter ce qu'il veut. Le blanc, c'est aussi la perspective d'une œuvre apaisante, un point important pour Lorraine qui, sans jamais rien faire de figuratif, puise son inspiration dans le Japon et tout ce qui est naturel. Au départ d'une œuvre, le choix du papier. Ni dessin ni croquis, tout juste une vague idée, un mouvement. Parfois il y a une petite idée de départ et parfois il n'y en a pas du tout et c'est vraiment l'inspiration du moment. En général, l'artiste part du centre et rayonne tout autour pour un travail d'une précision chirurgicale. Au sens propre, car les outils de Lorraine, ce sont des scalpels. Et c'est parti pour une nouvelle commande. Pour cette œuvre-là, il faudra compter entre 80 et 100 heures de travail et quelques douleurs au coude. Un savoir-faire dont Lorraine est fière et que ses clients recherchent. Ils ont envie de voir un travail qui est un savoir-faire. Et c'est ce qui fait que finalement, certaines personnes vont vouloir en acheter une ou ça va les impressionner parce qu'ils vont se dire « moi-même, je ne peux pas le faire ». Elle s'essaye désormais à la couleur, au cuir, à la céramique et n'est pas à court d'idées pour diversifier son art. C'est sûr, Lorraine ne souffre pas du syndrome de la page blanche. Toujours les mêmes ombres et le carrousel.
Version française est déjà finie, mais soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye.